Dès l'enfance, Mercedes Roberge a été plongée dans l'univers féministe de sa mère, personnage qui l'a inspirée tout au long de sa carrière. Attirée par l'histoire, la géographie et les arts, elle a fait ses études à Chicoutimi où, notamment, elle s'est impliquée au sein de la collective La Chambarde pour écrire l'histoire du mouvement des femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais l'attrait de Montréal étant, Mercedes quitte sa fière région dans l'espoir de se dénicher un boulot conforme à ses aspirations. Ainsi, on la retrouve en 1989 à la Fédération des femmes du Québec où elle collabore à la Grande Aventure du pain et des roses en 1995 ainsi qu'à la Marche mondiale des femmes en 2000. Cela fait, elle milite activement pour une amélioration démocratique de notre mode de scrutin auprès du mouvement Démocratie Nouvelle, le MDN. On comprend que toute sa militance amène Mercedes Roberge à la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, communément appelés la table. Cette passionnée sera de toutes les tribunes pour soutenir l'apport essentiel des organismes communautaires dans la construction du filet social québécois. Ce qui ne l'empêche surtout pas de s'impliquer dans les causes qui l'indignent. Ainsi, on la retrouvait récemment auprès des locataires de la résidence du Mont-Carmel, question de les aider à empêcher le propriétaire Henri Zavrièvre de se débarrasser du statut RPA, c'est-à-dire résidence privée pour aînés, attaché à l'immeuble. Une carrière fort utile s'il en est. Merci, Mme Roberge. Bonjour Mercedes Roberge. Bonjour. On va avoir l'occasion ensemble de revoir le parcours qui vous a mené dans les organismes communautaires, les groupes de femmes. Tout ça, ça a commencé, bien sûr, il y a plusieurs années. Je ne sais pas quand ça a commencé, parce que je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Dans les années 60, moi je suis née en 62. Je suis la deuxième. Au Saguenay. Au Saguenay. Je suis née à Chicoutimi. Je n'ai pas souvenir d'un élément déclencheur. J'ai souvenir d'avoir toujours été indignée, toujours eu une analyse féministe de la société. C'est évident que ma mère, étant une féministe impliquée dans les mouvements féministes, pour moi, c'est... Ça allait de soi. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu que ça s'est fait en douceur, tout naturellement. J'avais devant moi un modèle, ma mère, qui travaillait, qui avait 3 enfants et qui militait dans des organisations féministes. Elle a milité dans la FEAS. Oui, et ça faisait partie du quotidien. C'était pas que quelque chose qu'elle disait, c'était pas seulement du discours, disons, qu'elle avait à l'extérieur de la maison. Moi, je me rappelle qu'elle était pour moi, en tout cas, c'était une des premières, mais là, évidemment, mon échantillon de connaissances était limité. Mais je me souviens du moment où elle a fait les démarches pour reprendre ce qu'on appelait son nom de jeune fille. Oh. Alors, ça, c'était en quelle année, à peu près? Ça doit être en années 70. Oui, c'est donc ça. Quelque chose comme ça. Ça commençait à se faire à cette époque. Oui, je me rappelle que dès que ça a été possible de reprendre son nom à elle est allée le chercher, et je me souviens que pour elle, c'était de ne pas avoir pu garder son propre nom qu'elle trouvait aberrant. Je me souviens qu'elle a fait ça dès le début, là. Alors pour moi, c'était un geste normal à faire. Dans ce milieu-là, j'imagine, c'était pas fréquent encore. Dans sa famille et dans la famille de mon père, ça avait créé certains remous. Je pense que c'était surtout, évidemment, parce que c'était très récent à ce moment-là. Oui, c'est ça. Votre mère féministe, à l'époque, c'est pas évident, là, parce que souvent les pères de famille n'avaient pas beaucoup d'affinité avec ces idées-là. Ça s'est vécu facilement dans votre famille ou c'est...
Bien, c'est sûr que ma mère aurait des détails elle, à fournir plus que moi, bien sûr. Moi, comme enfant, on ne voit pas tout. Oui. Je l'ai toujours vue travailler. Donc, elle était infirmière. Ce dont je me rappelle surtout, c'est qu'il fallait que son travail à l'extérieur, et encore plus lorsqu'elle y ajoutait de la militance, ben que ça affecte pas la maisonnée, quoi, oui. La vie de la maisonnée. Alors, je me souviens pas que mon père ait eu des exigences particulières, je ne sais pas, mais c'est sûr que j'ai vu ma mère faire la triple tâche. Oui. Et préparer les repas pour que ce soit là, même si elle était au travail. Donc, elle a compensé tout le temps, c'est sûr pour ça. C'était pas l'époque du partage des tâches domestiques, c'est sûr. Donc, les tâches domestiques, la charge mentale de devoir de penser à tout, de penser l'organisation familiale, à ce qui se passe aujourd'hui, puis à ce qui doit être là pour demain. Toute l'organisation de la maisonnée, de la famille, peu importe le nombre d'enfants, mais c'est sûr que ça reposait uniquement sur les épaules de ma mère. Ça, je voyais qu'elle faisait tout, incluant travailler à l'extérieur. Lorsque j'étais adolescente, ma sœur et mon frère, on a contribué aux tâches domestiques, je le sais, mais ça se répartissait entre ma mère et nous, pas entre ma mère et mon père et nous, c'est sûr. C'est une autre époque. Ça, je ne sais pas vraiment comment ça se négociait entre eux, ça je ne le sais pas, mais mon père n'a pas a fait aucune intervention pour nous empêcher d'aller à l'école, pour avoir de l'ambition. Ma sœur et moi, on n'a jamais senti l'ombre d'un doute sur le fait qu'une fille, ça pouvait aller à l'école, ça pouvait aller à l'université, rien de ça, on était encouragés, bien entendu. Mm-hmm. Et donc, mon père était pas était un homme de son temps, oui, oui, mais avec une vision égalitaire de ses enfants. Une ouverture au changement aussi. Oui, oui, il était, oui, mais je pense que, mais c'est sûr, ma mère a sûrement contribué à ce qu'il fasse des pas assez rapides. À ce qu'il progresse rapidement. Les femmes n'ont pas seulement progressé, elles nous ont aussi éduqués, nous, les hommes. Tout à fait. Ah non, ça c'est clair. Mon père était dessinateur pour un cabinet d'ingénieurs. Donc, il dessinait des plans de maison. Il dessinait des plans de maison. Il y avait une grande table à dessin qui m'impressionnait beaucoup au sous-sol de la maison. Après ça, il a travaillé à l'Hydro-Québec comme acheteur. Il a construit pratiquement une maison, beaucoup de réparations. Je tiens ça de lui d'ailleurs. Quand quelque chose est brisé, je le défais. Avant de le jeter. Je vais garder votre numéro de téléphone. J'essaie de le réparer. Des fois, ça marche. Mais au moins, j'essaie. Alors, je me débrouille beaucoup parce que je l'ai vu faire. Je le suivais partout pour l'aider. Puis, il m'a jamais dit « Non, t'es une fille, tu peux pas m'aider. » Jamais, jamais. J'ai fait un petit saut en Gaspésie et sur la Côte-Nord au début de la vingtaine. Puis je suis retournée me réinstaller au Saguenay où j'ai repris les études donc au cégep de Chicoutimi et à l'université de Chicoutimi. Et là, j'ai étudié en études cinématographiques. À cheval, disons, entre deux intérêts, l'histoire, la géographie et le cinéma. Les arts visuels. Ouais. Dans les années 80, j'ai été mis en contact par une amie avec une collective d'écriture qui débutait à ce moment-là un grand projet de faire l'histoire du mouvement des femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1840, parce que la colonisation, c'est une date marquante au niveau du développement économique régional. Donc, de 1840 jusqu'à ce moment-là. Donc, j'ai intégré cette collective-là, qui est un petit groupe, et on a réalisé ensemble un livre. C'est un livre qui avait une vision féministe, évidemment. C'était l'histoire du mouvement des femmes. Alors, parmi les éléments qui, moi, m'ont marqué dans ces recherches-là, c'est par exemple, dans les fouilles, dans les documents d'archives,
de revoir les comptes rendus des rencontres de groupes de femmes de l'époque avec c'était pas si loin dans le temps, hein? C'était des documents de 1940, 50 et même 60, où les noms des femmes présentes, c'était pas leur propre nom, c'était Madame Jean Tremblay. D'accord. Qui était bien sûr une normalité. Dans ces vieux procès-verbaux-là, est-ce que vous voyez aussi la présence d'une espèce de tuteur, genre aumônier ou oui, non? Il y avait ça? Tout à fait, dans beaucoup. Puis il y avait évidemment, on regardait aussi le mouvement au niveau syndical, le mouvement des femmes à l'intérieur des syndicats. Je me souviens qu'il y avait des syndicats de travailleuses de magasins qui revendiquaient de pouvoir s'asseoir. Oui, déjà. Oui. Il y a eu des batailles récentes là-dessus. Bon, ben là, moi j'en ai vu dans des archives des années 50, 60, je ne me souviens plus des années. Mais ça m'a marqué. Le chemin qui était à faire et le chemin qui était déjà commencé. Tous ces mouvements, ce militantisme, puis cette volonté des femmes de prendre leur place, de défendre leurs droits, il y en a qui croient que ça a commencé dans les années 70, mais on a des racines militantes pas mal plus importantes que ce qu'on croit parfois. Oui, oui, tout à fait. Et on peut même, lors de cette recherche-là, on voyait des gestes féministes avant même que peut-être que le mot soit popularisé. Mais les femmes sont féministes depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Le mouvement des femmes s'est organisé depuis quelques dizaines d'années, mais c'est quand même, il y a énormément de groupes qui ont aujourd'hui, qui célèbrent 30, 35, 40, 50, 60 ans d'existence. Ben oui. Cette expérience-là, avec ce collectif sur l'histoire des femmes, ça a dû consolider puis développer davantage votre engagement féministe. Oui, ça a consolidé mon engagement féministe et je pense que ça a contribué aussi à mon intérêt envers la recherche, mon intérêt envers l'écriture, envers le fait de laisser des traces envers l'histoire. J'ai toujours trouvé ça très, très important de conserver des traces de ce qu'on fait, même dans mon travail quotidien. J'ai de la préoccupation que ce qu'on écrit aujourd'hui, dans 10 ans, ce soit compris. C'est important qu'on garde des traces des progrès, mais pas seulement des progrès, des traces des actions qu'on porte. Souvent, on a tendance à regarder uniquement le résultat, les résultats qui ont fonctionné, alors qu'il faut aussi regarder le travail qui a été fait avec ou sans résultat. C'est ça. Puis on constate aussi que quand il y a des résultats, c'est parce qu'il y a eu un long travail, patient, collectif. C'est pas arrivé comme ça, là. Vous avez aussi des intérêts et des activités artistiques. Et est-ce que vous faites un lien entre votre activité artistique et votre engagement féministe? Est-ce que ça teinte votre activité artistique, le féminisme? Je sais pas. Je crois pas que ça teinte. Je pense que ça m'a fait du bien, moi. La réalisation artistique dont je suis la plus fière, c'est une série de photographies abstraites. De l'avoir fait, ça m'a satisfait. De les avoir comme objet, ces photographies, et de pouvoir les offrir en cadeau. Après ces études au Saguenay, vous migrez vers la ville de Montréal. Oui. Non? Oui. À peu près, oui. À peu près à 25 ans. Pourquoi? À ce moment-là, pour la vie culturelle de Montréal, la perspective aussi quand même pas nécessairement très, très définie, mais de trouver du travail intéressant et motivant aussi. D'accord. L'emploi était vraiment des contrats très, très ponctuels jusqu'à temps que dans les débuts des années 80, fin 80, début 90, ça a été à la Fédération des femmes du Québec. Ah bon? Après avoir fait plusieurs petits contrats à la FFQ pour organiser des événements, organiser un 35e anniversaire, des campagnes variées, un poste qui s'était ouvert pour la Marche du Pain des Roses, qui était organisée par la Fédération des femmes du Québec. La première équipe
a été créé en 94. Et moi, je suis arrivée en 95, quelques mois avant la marche, comme adjointe administrative, à faire toutes sortes de choses, par exemple. Oui, c'est habituellement des jobs très polyvalents. Oui, beaucoup plus large. Donc, on était une équipe jusqu'à peut-être une dizaine à une certaine époque, plus beaucoup de militantes qui venaient aider à toutes sortes de tâches. Ça a dû vous donner accès à tout un éventail de militantes de différents milieux, j'imagine, parce que cette marche-là s'est caractérisée par sa large mobilisation là, dans toutes sortes de milieux syndicaux, communautaires et tout ça. Oui, et j'ai encore beaucoup d'amitié avec des femmes en particulier que j'ai rencontrées pendant cette préparation-là de la marche, soit comme travailleuse, soit comme militante de la FFQ à l'époque, ou même comme marcheuse, parce que mon travail, c'était dans la planification de la marche. J'ai pas fait les 10 jours de marche. Non, mais j'ai travaillé à ce que ce soit possible avec une équipe vraiment, vraiment solide. J'étais très impressionnée, et je le suis encore quand je regarde les archives de cette époque-là, par la diversité des organisations qui ont fait partie de ce qui s'est appelé la coalition du Palais des Roses, parce que c'était bien sûr initié par la FFQ, mais toutes les décisions, il s'est formé une coalition qui intégrait bien sûr la FFQ et beaucoup d'organisations communautaires et syndicales, et de groupes de femmes, bien sûr, qui ont, après ça, pris les décisions globales, ont adopté les revendications, ont adopté le trajet, ont adopté la couleur du macaron, toutes les efforts, et donc, on travaillait pour la FFQ, mais dans le fond, c'était pour une grande coalition, et la variété des organisations qui étaient là-dedans était impressionnante. De la même manière que c'est impressionnant de voir dans le parcours des marcheuses il y avait 3 contingents, un débutant à Montréal, un débutant à Longueuil et un autre débutant à Rivière-du-Loup, tout convergeant vers Québec. Mais dans leur trajet des 10 jours, elles étaient hébergées, elles étaient nourries par des organisations de femmes et communautaires qui avaient préparé depuis plusieurs semaines, moi-même, leur arrivée. Et ça aussi, c'était une grande diversité d'organisations qui avaient mis la main à la pâte là, pour l'organisation de cette marche-là. Et c'est ce qui fait, je crois, qu'elle a marqué les esprits, pas seulement chez les groupes féministes, mais dans le mouvement communautaire et syndical en général. Dès la première journée de la marche, donc le départ à Montréal, j'étais dans le parc où le départ se faisait. Dès cette première journée-là, un des articles de presse, parce que les journalistes nous ont vraiment suivis et étaient impressionnés. Il y a même des journalistes qui ont suivi les contingents, qui ont fait toute la marche, ou plusieurs journées en tout cas, qui ont suivi les marcheuses. Mais je me rappellerai toujours, la première photo que j'ai vue, c'était une photo d'une jeune femme de dos avec un pack-sac et une rose accrochée sur son pack-sac. On est parti. Ça va bien aller. Ça y est. Ça y est, ça va bien aller. Ça va toucher la population parce que ça avait touché le photographe. Non. Oui, c'est un indicateur. La marche Pain des Roses a été très importante dans mon parcours et elle l'a été pour beaucoup de féministes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de féministes qui ont débuté leur militance à partir de la marche de 95. Et cette marche-là a donné naissance en 2000 à la Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des femmes qui a été aussi initiée par la FFQ, mais qui est devenue autonome en cours de vie et qui est maintenant tellement autonome que le secrétariat international de la Marche mondiale n'est plus à Montréal, il est dans différents pays, ça alterne même. Bien, au début, évidemment, le secrétariat international était à Montréal et j'ai travaillé au secrétariat international
de 98, parce qu'avant 2000, évidemment, il fallait la préparer. Donc, de 1998 à, je crois, 2003. Au Québec, il y avait toute une coalition de la Marche mondiale au Québec. Donc, qui ont organisé des manifestations, qui ont organisé des actions québécoises dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Et nous, on était le bureau international à côté où on coordonnait les actions dans chacun des pays qui participaient. Alors, ça a été une expérience assez forte. Oui. Je me suis retrouvée à travailler quelques mois avant octobre 2000, parce que la marche se déroulait du 8 mars, la Journée internationale des femmes, jusqu'au 17 octobre. Donc, dans les derniers mois de 2000, on était 2 ou 3 travailleuses de Montréal qui alternaient au bureau de New York. Parce que le rassemblement se faisait à New York. Donc, on allait genre une semaine, on revenait une semaine, on repartait. Fait qu'on était 2 ou 3 à travailler et à Montréal et à New York. Et ça, c'était quand même assez particulier de travailler dans une ville, et évidemment sans y habiter. On s'installe comme on peut et on apprend les choses comme on peut. Il y avait un rassemblement qui invitait les femmes du monde entier à venir au rassemblement de New York, mais il y avait aussi une session aux Nations Unies. Je travaillais pour préparer la tenue de cette audience-là de groupe aux Nations Unies. Les femmes qui venaient du mouvement féministe de tout leur pays se sont toutes réunies dans une salle des Nations Unies avec leur petit écriteau du pays en avant d'elles. J'aurais aimé ça, voir ça. Je n'étais pas dans la salle lorsque c'est arrivé, parce que c'est ça, hein, quand on est dans l'organisation. Juste la préparation, ça donnait une idée de l'importance que ça avait. Au Québec, on n'a pas vu ça de la même manière. On n'a pas vu. C'est les coulisses, disons, de la marche mondiale. Il y en a toutes sortes d'épisodes comme ça, mais celui-là, la préparation pour... C'était une expérience pour préparer la rencontre des délégués qui allaient venir de partout et qui allaient vivre une expérience importante. J'aimerais bien entendre celles qui étaient là, voir quel effet ça a pu leur faire. Et depuis, bien sûr, là, les actions varient selon les époques, parce que la Marche mondiale a poursuivi sa vie à tous les 5 ans. Il y a ça continue. Oui, ça continue. Ça a été initié par la Fédération des femmes du Québec, mais après, c'est devenu une entité autonome avec son conseil d'administration. C'est exceptionnel, ça, qu'une initiative québécoise comme ça, qui a pris cette ampleur, puis que ça soit répondu. Puis l'accueil aussi qui a été à peu près spontané partout. Il y a eu des réponses. Il y a eu plus de réponses concrètes en 95, à la marche de 95, qu'à la marche de 2000. Ah oui? Mais l'ampleur était différente. À la Marche mondiale des femmes, en 2000, c'était dans chaque pays, il y avait des revendications différentes. C'est ça. Donc, les revendications québécoises ont été peu répondues en 2000. Ça, je me souviens que ça avait déçu beaucoup les militantes de ce moment-là. Alors, en 95, toutes les revendications n'ont pas toutes été répondues favorablement, mais certaines l'ont été, et ça a laissé des traces dans l'imaginaire. Par exemple, la loi sur l'équité salariale, il y a un petit peu de la marche de 95 là-dedans. Il y avait eu à ce moment-là une hausse du salaire minimum insuffisante, mais qui avait représenté une étape importante à ce moment-là, alors que ça augmentait jamais aussi peu. Là, ça avait augmenté pour un peu plus pour la peine.
les femmes immigrantes qui étaient parrainées par leur conjoint, dont le parrainage durait 3 ans, qui étaient prises en cas de problème de violence conjugale avec ce statut-là. La marche de 95 a permis de raccourcir le délai du parrainage et de soutenir et de reconnaître le problème, premièrement. Ben oui. Fait qu'il y a eu plusieurs... il y avait une des revendications qui demandait je ne sais plus combien de logements sociaux. Bien sûr, c'est encore là, mais... oui, mais quand même. C'était donc des revendications. Et c'était pas que des revendications spécifiquement ciblées, qu'on identifie spécifiquement à des revendications féministes pour les femmes. La hausse du salaire minimum, c'était pour tout le monde. Mais bien sûr qu'il y avait des éléments plus spécifiques aux femmes. Je parlais de la violence faite aux femmes, mais l'équité salariale, c'était pour les salaires, rétablir l'équilibre des salaires qui désavantageaient les femmes.